La vidéo que je m'apprête à vous partager est très intéressante, très éducative, très instructive même. Sachez que je ne suis pas le détenteur des droits d'auteur de cette vidéo. Je vous la partage juste si elle vous intéresse. Abonnez-vous, likez, commentez. On commence. Donc, la question de la monnaie AES, le général Tchiani, son Excellence, l'a clairement dit qu'ils sont en train de travailler là-dessus. En temps opportun, les techniciens seront autorisés de sortir et communiquer là-dessus. L'essentiel est que les Africains, notamment les populations au niveau de l'espace AES, ne manquent pas d'eau à boire, ne manquent pas à manger, ne manquent pas des moyens de soins, etc. Vous avez vu même dans ce cadre, sans que la monnaie ne sorte, depuis 1960, ça a été l'année dernière, au mois de juillet, qu'il y a eu la première transplantation rénale à Ouagadougou, au Burkina Faso. Donc, ça veut dire qu'on n'attend pas la monnaie pour impacter le développement sur le terrain, tout en étant tout à fait d'accord qu'on ne peut pas parler de souveraineté économique sans avoir notre monnaie. Que l'ensemble des Africains soient rassurés, les chefs d'État sont dans leur laboratoire et quand ils vont sortir, en temps opportun, ça sera fait. Justement, sur la question du développement, vous avez des indicateurs très intéressants. J'ai lu un de vos repas la semaine dernière où il est démontré qu'en 2 ans, la balance commerciale du Burkina est désormais excédentaire. Comment vous avez pu faire ça? La première fois que ça arrive en Afrique surtout au sud du Sahara, comment vous avez fait? Par quelle magie vous procédez? Par quelle magie nous procédons? D'abord, nous disons grandement, une fois de plus, merci à Dieu et merci à nos ancêtres. Et je l'ai dit tantôt que l'orientation économique qui est prise, c'est de faire en sorte à ce que nous produisons ce que nous consommons et consommer ce que nous produisons. En regardant, vous avez vu, en 2024, le chef de l'État a fait en sorte que chacun passe devant lui, à vérifier les budgets de ton institution ligne par ligne et biffer l'ensemble des éléments qui ne nous permettaient pas d'être autonomes et compter sur nous-mêmes. Le seul élément que je peux citer ici, par exemple, vous avez vu qu'on a vu même il y avait des connexions avec certains journaux qui étaient payés pour faire la laudation ou les louanges de certains dirigeants. Donc, quand on biffe des lignes financières comme ça, c'est recentré à l'intérieur. Le deuxième élément, quand vous avez une puissance impérialiste qui vous met sous boisseau, qui vous tenaille dans tous les sens, et vous prenez l'engagement, le sacrifice nécessaire de réorienter les partenaires, vous arrivez à avoir non seulement du matériel à très bon coût, ça c'est un, et du matériel de qualité. Ça c'est le deuxième aspect. Ça veut dire que des choses qui étaient surfacturées à tout point de vue, dont la qualité pouvait même rester douteuse, aujourd'hui on les a nettement moins chères, ça c'est un. Et deuxièmement, c'est la qualité parce que nous aussi nous partons à la source. Et encore que quand on commande, les délais faux qui nous étaient appliqués avant ne sont plus à l'ordre du jour. Le troisième élément, il faut savoir que nos populations qu'il faut féliciter, les travailleurs qu'il faut féliciter, c'est véritablement des révolutionnaires. Chacun au charbon, malgré qu'il y a des difficultés. Vous avez vu, le chef de l'État a pris tout dernièrement une décision en disant tous les arriérés qui ont été accumulés au niveau des agents de santé, qui n'ont pas fait des mouvements de revendication, en comprenant la période, il a dit de tout liquider. Donc l'ensemble, la qualité du choix de nos partenaires, la façon de gérer notre budget interne, la façon d'aller à la source payer pour ne pas faire des contournements, il est tout à fait clair que la balance ne peut pas être excédentaire à notre niveau. L'Alliance des États du Sahel est souvent perçue comme un défi au bloc de la CEDEAO. Comment gérez-vous ce basculement géopolitique et dans quelle mesure la nouvelle stratégie du Togo pour l'AES, vous venez d'ailleurs d'assister à une conférence sur ce sujet, comment cette nouvelle stratégie va davantage contribuer à l'atteinte des objectifs de votre alliance? Oui, la nouvelle stratégie pour l'AES, sur laquelle nous avons été invités, nous avons pris part à cette grande réunion historique. Et nous tenons une fois de plus à réitérer nos félicitations, non seulement à son Excellence le Président du Conseil, mais aussi à son ministre des Affaires étrangères, son Excellence Robert. Je l'ai traité hier d'un arbre à palabre qui trouve son fondement dans l'article 30 de la Charte de Kouroukanfouga de 1236, qui dit qu'à un moment donné, il faut que dans la famille, on se parle. Ils ont eu le courage de réunir l'ensemble des acteurs et même les partenaires, même si pour certains, ce partenariat, il faut mettre ça entre griffes. La journée d'hier a été une journée historique dans la mesure où des vérités se sont dites. Et je me réjouis qu'aujourd'hui, quand vous prenez, que ce soit la CEDEAO, que ce soit l'Union africaine, si je m'en tiens aux discours qui ont été faits hier dans leurs interventions, ce n'est plus le même élan postérieur sur lequel on se basait pour toiser, pour intimider, ça veut dire le langage, le discours violent de va-t-en-guerre, tout ça. Et tout le monde reconnaît que tous les actes qui ont été posés à l'endroit du Niger, là, ne devaient pas arriver en tant qu'Africains. Le président de la commission de la CEDEAO a même dit que la structuration sociale africaine est une doctrine ancestrale.
Si c'est une doctrine ancestrale, j'ai répondu à cela en disant que celui qui parle au nom des ancêtres et qui va ailleurs faire autre chose, les ancêtres vont te rendre visite. Et eux, ils ne s'amusent pas. Donc, si vous estimez que devant nous, il faut tenir ces propos, en ajoutant les noms des ancêtres, il faut que ces ancêtres veillent. De toute façon, ce sont ces mêmes ancêtres. Dans la charte de Kouroukanfougan de 1236, si vous prenez l'article 23, il est dit là-bas que vous ne devrez pas vous trahir. Donc, ça veut dire que si on était restés tous fondamentalement africains, la CEDEAO ne devrait pas s'opposer à une entité africaine en disant qu'il faut aller bombarder. Parce que les pères fondateurs de la CEDEAO en 1975, qui étaient pratiquement des militaires, que ce soit Moussa Traoré, Sanglé Lamizana, Séni Kounché et Adema, voilà, tout à fait. Donc, c'était des militaires. Mais la vision, c'était une intégration africaine au plan économique et permettre aux populations de se frotter. Mais si on vient parce que le Mali est sorti, a pris le pouvoir, le Burkina a pris le pouvoir, le Niger a pris le pouvoir, et on commence à les sanctionner, pire, en piétinant même les textes de la même CEDEAO, parce que les sanctions, dès lors que la CEDEAO estime que tu n'es pas sur la voie, les sanctions, c'est de te dire que tu ne prendras plus part à la réunion, c'est de te dire qu'on ne peut pas tenir une réunion chez toi, c'est de te dire que si tu as des choix, des candidatures au niveau international, on ne peut pas te soutenir. Mais il n'est écrit nulle part dans un texte de la CEDEAO qu'il faut fermer les frontières. Même le règlement intérieur de la Banque centrale, à son article 4, dit clairement que la banque ne peut pas être sous injonction politicienne pour bloquer des avoirs des pays. Vous avez vu, le Mali vient d'avoir raison au niveau de l'UEMOA. Donc, c'est pour dire quoi? Mais quand vous fermez les frontières, vous faites tout ça, qui meurt? Ce sont les mêmes populations que vous prétendez défendre. Donc, de ce point de vue, l'AES n'est pas opposée à une organisation. L'AES n'est pas née pour contrer une organisation. L'AES n'est pas née pour lutter contre une organisation. L'AES est née pour conquérir la souveraineté économique, politique, culturelle et sécuritaire de son espace. Maintenant, si une organisation, un pays, à travers ses dirigeants, estime qu'il faut aller piétiner les intérêts de l'AES, il est tout à fait d'accord et net, de façon consciente, qu'on soit dans une position d'autodéfense. Ça, c'est tout à fait clair. Et là aussi, on mobilise les populations pour que, en cas de cas, nous puissions assumer nos responsabilités. Et ce que nous avons fait aux représentants de la France pour le Sahel hier, que notre souveraineté, nous ne la négocions pas. Nous ne sommes pas en train de faire de l'aumône. Nous ne sommes pas en train de faire de la quemande. Nous sommes en train de nous battre pour notre souveraineté. Et toute personne qui va s'organiser, toute force malveillante qui va s'organiser pour venir s'en prendre à nous, et nous sommes habilités à nous défendre. Et pour terminer, vous avez vu sur la question des rapports de la CEDEAO et de l'AES, dans le temps, ils continuaient de dire qu'ils veulent des négociations avec le Burkina. Ils veulent des négociations séparées avec le Mali. Mais en mai 2024, ils se sont résolus à aller au Mali, à Bamako, une rencontre entre la CEDEAO et l'AES. Ce n'étaient plus des pays isolés. Et aujourd'hui, avec le discours que nous avons, auquel nous avons assisté hier, avec même la sortie du représentant du Sahel, de l'Union africaine et du Mali, il a clairement dit que le combat aujourd'hui n'est pas de ramener le Sahel au niveau, l'AES au niveau de la CEDEAO. C'est de voir en tant qu'Africains comment nous pouvons tous agir dans l'intérêt des populations. Et même quand on le dit comme ça, c'est à un certain niveau de gouvernance des pays que certains ayant oublié leur histoire, téléguidés par des gens qui sont assis de l'autre côté des océans, ne savent pas ce qu'ils font. Et c'est malheureux pour un Africain qui ne sait pas d'où il vient. Sinon, les Africains sont intégrés. Quand on prend par exemple les frontières de façon tracée, de façon virtuelle, où on vient même séparer des familles qui sont de part et d'autre d'une frontière, les populations n'ont pas de problème d'intégration. J'ai dit, ce sont nos comportements politiciens à des niveaux élevés de la gestion de l'État, ce qui est très malheureux, qui fait qu'il y a des confrontations et des incompréhensions au niveau des populations. Parce que pourquoi, au niveau du pays frère Togo, malgré que la CEDEAO, l'Union africaine, à travers les impérialistes agglomérés au niveau de l'Union européenne, étaient prêts à frapper notre espace. Et ils intimidaient tout pays qui allait oser. Donc quand nous félicitons le peuple togolais, nous félicitons son premier responsable, le président du Conseil, ce n'est pas sur des mots en l'air, frère. Il faut avoir le courage de dire, leur matériel commandé là, il ne faut pas qu'il soit bloqué. Il faut avoir le courage de convoquer et planter un arbre à palabre tel que ça a été fait hier à travers la réunion de haut niveau pour le Sahel. Il faut avoir le courage de le faire. Donc nous tenons sincèrement à les féliciter et invoquer que Dieu et les membres des ancêtres nous accompagnent et que je n'ai pas dit que dans chaque pays, il n'y a pas de difficultés. Il y a des difficultés, on ne peut pas être parfait, nous ne sommes pas des dieux. Donc là où il y a des difficultés, qu'il y ait véritablement la compréhension et que les gens comprennent qu'on n'aura pas une autre Afrique, on n'aura pas un autre pays. Si on constitue la clé par laquelle on va ouvrir la porte de l'Afrique en tant que traître pour venir pilonner tes frères, mais je pense que l'histoire retiendra que vous n'avez pas joué le bon rôle
Et mieux, ceux-mêmes qui t'ont utilisé pour ouvrir cette porte, ils ne vont pas te laisser. Monsieur le ministre, nous allons aborder le dernier aspect de cet entretien, de parler du terrorisme en lien avec des accusations de droits de l'homme qui ont été formulées contre régulièrement les pays de l'AES, dont le Burkina Faso. Les liens en date sont les rapports de Human Rights Watch. Mais d'abord, comment concilier l'urgence de la lutte contre le terrorisme et l'impératif de justice sociale et de liberté individuelle propre à une révolution progressiste? Oui, je pense que ce qu'il faut dire, Human Rights Watch, c'est, moi je l'appelle une morgue. C'est une morgue créant des décès afin de les mettre dans des linceaux. Pourquoi je le dis? Parce que vous savez, la Libye a été attaquée en 2011 avec l'assassinat de son guide. Si vous tapez sur le net et vous recensez l'ensemble des rapports de l'Organisation des Nations Unies au niveau du Conseil de sécurité, il est clairement dit aujourd'hui que ces rapports n'étaient pas sérieux. Pourquoi? Parce que les décisions, la prise de la résolution 1970 et de la résolution 1973 de l'ONU pour attaquer la Libye, l'objectif qui était visé, c'était une zone d'exclusion aérienne pour empêcher l'aviation de Kadhafi de bombarder des civils, selon eux. Ça n'avait pas prévu une intervention terrestre, encore moins l'assassinat de la Libye. Donc, ça veut dire que ces deux conventions ont été utilisées de façon malsaine. Et devant l'histoire, les acteurs doivent répondre. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, ce qui a concouru à la prise de ces deux résolutions, ce sont des rapports d'organisations dites de droits humains, dont Human Rights Watch. Et justement, Human Rights Watch a dit qu'à Benghazi, les autorités tiraient à bout portant et ils ont tué des centaines de civils. Et qu'ils ont même entouré certaines villes par des mines antipersonnelles internationalement interdites. Mais aujourd'hui, tout est démontré que c'est faux. Ce n'est pas moi qui le dis. Si vous partez sur le net, vous tapez, il y a eu en 2016 un rapport qui a été produit par le Parlement britannique. Parce que, justement, leur pays a pris part, la Grande-Bretagne a pris part aux attaques. Et ce Parlement britannique a mis Tony Blair et également Sarkozy au pilori parce que, justement, les rapports, le contenu, il est dit clairement que c'est des hypothèses fallacieuses qui ont été utilisées. Mais ces hypothèses fallacieuses se sont basées sur le rapport de la même organisation Human Rights Watch. Mais donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, l'assassinat de Kadhafi, où Sarkozy, en 2025, a été condamné par sa justice pour association de malfaiteurs, si on est sérieux, les dirigeants de Human Rights Watch ne devaient pas échapper dans la mesure où ce sont leurs rapports qui ont permis la prise des deux résolutions d'attaque de la Libye. Pire, je pense que le journal Le Monde, si vous regardez dans leurs journaux, ils ont fait une publication. Je pense que si ma mémoire est très bonne, la date, ça doit être le 6 décembre. Ils ont pris un rapport le 6 décembre 2011 qu'ils ont également publié en disant à l'intérieur que ce qu'ils ont appelé j'allais dire, pour indiquer en tout cas que les rapports sur la base desquels l'intervention en Libye ne sont pas des rapports à contenu solide et vrai. Et dans ce même écrit, il justifie que l'intervention des djihadistes, l'impact des djihadistes dans le Sahel, dont l'AES, c'est lié au fait qu'on a saccagé la Libye. C'est pour dire quoi? Que Human Rights Watch, qui accuse le Burkina, encore, deuxième niveau, peut être mis devant de ses responsabilités historiques devant la justice pour dire que c'est leurs rapports qui ont permis d'aboutir au saccage des pays de l'AES. Le troisième niveau, je pense que même l'Union africaine devait aussi porter plainte. Parce que Kadhafi prenait en charge près de 45% de leur budget. Mais depuis que Kadhafi est mort, regardez comment l'organisation, en tant que telle, vivote. Donc c'est pour dire qu'eux aussi, qui étaient contre cette intervention, selon eux, en Libye, devaient attraper, en tout cas inviter ou convoquer Human Rights Watch, comment dirais-je, devant la justice pour qu'elle réponde. Donc de ce point de vue, quand on prend tous ces éléments, les uns dans les autres, ça indique que Human Rights Watch est en train de préparer le même scénario. Dans la mesure où on se fait, par exemple, le journal du Monde même qui conteste la qualité des rapports de cette intervention, indique que clairement que Human Rights Watch n'est pas là pour défendre les droits humains. Et ce n'est pas moi qui le dis. Si vous prenez toujours sur le même net, je pense que c'est le 10 septembre 2013. 10 septembre 2013, Jeune Afrique a eu à dire que Human Rights Watch est une arme de guerre. Mais une arme de guerre, ce n'est pas pour défendre les droits humains. Et puis, il est dit dans le même article que Human Rights Watch pèse sur les décisions de l'ONU, fortement. Donc, quand c'est dit comme ça, ce n'est pas faire pèse sur les débats
pèse sur les décisions. Ça veut dire qu'il y a une possibilité qu'une décision de l'ONU, on puisse l'utiliser pour contrecarrer ou en tout cas aller dans un très mauvais sens. Maintenant, revenant au cas du Burkina, pour montrer la similitude avec la Libye, d'abord ils disent qu'eux, ils ont constitué leur rapport sur la base d'appels téléphoniques. Comment quelqu'un peut être sérieux, se dire sérieux, en faisant des appels sans aller sur le terrain vérifier ce qui se passe? Ça, c'est le premier élément. Ils ont ajouté également des images satellitaires. Exactement. Mais comment des images satellitaires, j'allais venir là-dessus, comment les images satellitaires peuvent voir des gens qui sont en train de faire des massacres et les mêmes images satellitaires ne peuvent pas voir des djihadistes qui s'organisent pour les attaquer? C'est pas contradictoire? Donc, il y a un problème. Mieux, ils ont commencé leur rapport depuis 2023. 2023 à 2025, ça fait combien d'années? Et vous venez en quelques mois, pour un rapport que vous dites avoir construit pendant des années, vous venez en quelques mois, avant la fin de la clôture, dire aux responsables burkinabés de répondre. Ça veut dire qu'on crée les conditions pour qu'ils ne répondent pas, afin qu'ils trouvent une porte de sortie, dire « ouais, même eux, ils n'ont pas répondu, donc ce qu'eux, ils ont dit, c'est vrai ». Quand j'ai interpellé le représentant français au Sahel, qui était là hier, qu'on n'a pas laissé, il a tenu à dire oui, que c'est parce que nous, on ne donne pas des visas pour le Sahel. J'ai dit, mais il n'a qu'à donner la preuve qu'on ne donne pas. Donc, quand on ne donne pas des visas, il faut s'asseoir mentir. Parce que je lui ai demandé, mais nous avons un narratif, nous avons une qualification des faits et des acteurs. Mais quand vous utilisez d'autres identifications, donc ce sont vos représentants, vous les connaissez. Donc si vous estimez que la sécurité s'enlise au niveau de l'AES, dites à vos représentants, vos supplétifs des armées qui viennent attaquer là, d'arrêter. Arrêtez de donner les armes, ça va s'arrêter. Comment vous dites, je leur ai même demandé pourquoi vous continuez de nommer des représentants spéciaux dans le Sahel. C'est ce que moi je ne comprends pas. Vous nommez des représentants spéciaux dans le Sahel. Vous dites que le Sahel ne contient rien. L'Afrique ne contient rien. En même temps, vous dites que l'arbre n'a pas de fruits. Vous êtes agrippé aux branches. On vous dit de descendre, vous dites que vous ne descendez pas. Il y a quand même un problème. Vous faites quoi en Afrique? Donc ça veut dire qu'il y a bien d'autres objectifs. Mais aussi, et le dernier et troisième exemple que je prends, il faut même regarder l'historique et la provenance de Human Rights Watch. Parce que la structure qui a été créée en 1978, comment dirais-je, une structure dite de défense des droits humains, c'était pour contrecarrer l'avancée de l'Union, de l'URSS, dans les différentes zones en disant que le communisme prenait du terrain. C'était au profit des États-Unis. Et en 1981, ils sont venus, ils ont mis en place America Watch. Et cet America Watch a été démultiplié pratiquement sur tous les continents. Et il a fallu attendre 1991 pour réunir tout ce conglomérat-là et constituer Human Rights Watch. En continuant dans le même discours que la Russie et la Chine ont un impact fort dans le Sahel. Donc, ils n'ont pas changé. Donc, ce sont des structures qui sont des morgues, qui sont utilisées pour faire un certain type d'argumentaire afin de procéder à des assassinats. Donc, ici, on peut donner l'impression qu'ils ont fait ce rapport pour que le Burkina n'ait plus de financement, pour qu'au niveau de diplomatie, on ait des soucis, pour qu'au niveau politique, on ne pèse pas, pour qu'au niveau sécuritaire, on ne nous vende pas des armes. Mais l'ensemble de ça, là, le vrai pilier, là, c'est l'assassinat organisé des chefs d'État qu'ils visent. Parce que dans ça, quand ils disent que des satellites voient des gens, il y a combien de navires ou de cargaisons que nous avons pu, avec l'aide des pays voisins ou même des partenaires, aviser pour dire que telle cargaison est en train de transporter des tenues militaires estampillées Burkina Faso, sans que les autorités ne soient au courant.